Salut, moi c'est Mabel, je fais des vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Cette semaine, nous allons au Niger pour parler du coup d'État, ensuite en Russie pour parler du sommet Russie-Afrique et enfin au Sénégal pour parler des élections présidentielles. C'est avec consternation, mais pas surprise, que j'ai appris, comme tout le monde, la tentative de coup d'État au Niger qui est devenu un coup d'État consommé. Le président Bazoum est tombé et aujourd'hui, nous avons des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Déjà le 31 mars 2021, il y avait eu un coup d'État au Niger face au même président Bazoum. Et connaissant aussi l'histoire politique, l'historique des pays de la zone de 3 frontières qui partagent le même peuple, et le Mali et le Niger qui partagent quand même la même histoire, il était à prévoir un autre coup d'État face au même président. Le coup d'État est arrivé, le coup d'État est consommé, Bazoum n'est plus président du Niger. À part le fait que la zone des 3 frontières ont une histoire commune, quelles sont les causes possibles du coup d'État nigérien? Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinoubou. D'abord, je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Pour le reste et les scénarios à venir, j'appliquerai le précepte Marapé, c'est-à-dire que... Après avoir suivi cette vidéo du président Macron très en colère, qui a même déclaré que la France allait suspendre ses aides au Niger, on sait que si le coup d'État au Niger est une contamination, ça veut dire contamination, débalkanisation. Les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, c'est ce qu'ils ont amené. Ils ont amené une débalkanisation de ces pays. Débalkanisation veut dire juste chasser Barkhane. Barkhane, c'est cette force française qui a été envoyée dans le Sahel pour protéger la population des attaques terroristes. Mais après plus d'une décennie de Barkhane dans le désert, les attaques se sont intensifiées, les populations se sont déplacées et ça a créé un chaos indescriptible dans le Sahel. Et quand on dit chaos, on parle de misère. Et pour masquer tout ça, la France a mis ces pays où Barkhane s'est installé sur sa liste d'aides obligatoires. Donc, la France est installée dans le désert. Les attaques s'intensifient, la population est déboussolée, en pleurs.
ne savent pas où se tourner. Et la France, pour calmer le jeu, envoie des milliards de francs CFA à l'élite dans la capitale pour pouvoir payer les salaires et ceci et cela. Et on continue. C'est ça que nous appelons la politique du bâton et de la carotte. Le bâton, c'est les attaques terroristes qui fragilisent vraiment ces pays économiquement, puisque le pays ne fonctionne pas bien. Les attaques empêchent les gens d'aller librement à leurs activités. Donc, ces pays ne font que dépendre de l'aide. Ils vivent de l'aide. Et la France leur donne de l'aide avec la communauté internationale, donne de l'aide à ces pays. C'est ce que nous appelons la carotte pour pouvoir marcher. Et c'est une politique que la France est habituée à faire dans ses colonies francophones. On vous met le bâton, on vous met la pression et à côté, on vous donne des aides humanitaires pour vivre. Alors que s'il n'y avait pas le bâton, s'il n'y avait pas ces crises, s'il n'y avait pas ces dictateurs à la tête de nos pays, ces élites qui préfèrent servir la France que de servir le peuple, nos populations allaient s'en sortir comme certains pays anglophones s'en sortent très bien. On n'aurait pas besoin de tendre la main tout le temps à l'aide humanitaire pour pouvoir payer les salaires des fonctionnaires, pour pouvoir construire une route, pour pouvoir soutenir des projets sociaux. L'Afrique francophone se serait bien défendue parce que certains de nos pays sont riches en minerais. Prenons l'exemple du Mali. Le Mali a beaucoup d'or. S'il n'y avait pas eu ces complots politiques, c'est du terrorisme, tout ce qui se passe politiquement au Mali, le Mali serait un pays très développé juste avec son exploitation de son or. Le Burkina, pareil. C'est les crises successives qui font que les pays africains se tournent vers l'aide humanitaire. Si on arrêtait ça, si les Africains pouvaient comprendre que le continent africain, c'est tout ce qui nous reste, très difficile, comme l'a dit le président Traoré, d'être africain, d'arriver dans la diaspora aujourd'hui. Quel que soit le moyen que tu as choisi, même le Canada qui se dit très ouvert à l'immigration, des fois ne donne pas des visas aux Africains. Tu peux remplir toutes les conditions et on ne t'explique pas, mais ton visa n'est pas accepté. Donc, ce que nous les Africains, nous avons, c'est le continent africain. Si nous pouvons juste comprendre, s'asseoir, se parler, nous pouvons se développer sans les aides humanitaires, les aides budgétaires de la France, de la communauté internationale, qui au même moment sont ceux qui causent les conflits, les malentendus et qui sont responsables du chaos dans le désert. Oui, ça peut être le coup d'État au Niger, peut être aussi la contamination de ce qui se passe au Mali et de ce qui se passe au Burkina Faso. Deuxième cause, on peut parler du fait que le président Bazoum, c'est quelqu'un qui adore les sommets. Quand tu es mal élu, souvent les gens qui sont mal élus, qui ne sont pas très appréciés par leur peuple, ils ne sortent pas, ils ne font pas d'interview, ils ne font pas des déclarations incendiaires à l'endroit des autres présidents ou des mouvements panafricains ou autres. Ils ne disent rien. Au Togo, en 2020, quand l'élection s'est mal passée, même pour prêter serment, c'était un problème. Après d'avoir prêté serment, il a déclaré la Covid, il s'est caché et pour l'accompagner, il a déclaré la Covid pour tout le pays et a demandé à tout le pays de se cacher. Donc, il était caché, nous étions cachés avec lui. Et quand il y a eu les coups d'État au Mali, il a encore fermé les frontières. Donc, le Togo était une prison à ciel ouvert. Parce que, bon, le gars ne sort pas, on ne sort pas.
Souvent, les gens qui sont dans ces conditions de ne pas être vraiment appréciés par le peuple ne sortent pas. Mais nous avons remarqué que les 3 ans que Bazoum a fait à la tête les quelques années que Bazoum a fait à la tête du Niger, Bazoum aimait les sommets. Il était à tous les sommets. On le voyait à tous les sommets. Après ces sommets, il faisait des discours incendiaires. Il répondait à toutes les questions-réponses sur les réseaux sociaux. Et il aimait ça. Ce qui n'est pas vraiment bien vu par une population qui souffre. Rappelez-vous que le Niger n'est pas un pays en paix. Le Niger n'est pas un pays prospère. Et un président d'un pays qui passe par tout ça. Hein? Le Niger, c'est 25 millions d'habitants. En majorité des jeunes à qui il faut trouver du travail. Et ce n'est pas encore ça, comme tous les pays de la zone francophone. Et tu vois ton président tout le temps qui se promène, hein, le coût des déplacements avec son entourage. Et en plus, il fait des déclarations toujours incendiaires vers les autres. La population pouvait penser que Bazoum n'était pas fait pour être président au Niger. Troisième cause possible du coup d'État au Niger, c'est le langage des interviews que Bazoum donnait. Depuis quelques années, le langage des présidents africains a évolué. Et tout le monde veut parler un peu plus africain, plus panafricaniste. Même Macky Sall qui aimait quémander ne veut plus quémander. Il dit aujourd'hui que bon, vous savez, l'Afrique ne doit plus demander. Alors qu'avant, tous ces discours se terminaient par donnez-nous de l'argent, donnez-nous à manger, soutenez-nous financièrement. Aujourd'hui, il dit je ne fais plus ça. De la même façon aussi, le président togolais qui aimait être un président tourné vers la France a trouvé un journaliste de RFI pour le déclarer panafricain. Et la dernière fois même, il a reçu les Soudanais qui disaient qu'ils sont venus en consternation. Ils sont venus pour réfléchir. Consternation, bon. Le français, ce n'est pas ma langue. Alors que les journaux pro-gouvernement disaient que le président, dans son rôle très panafricaniste, veut trouver un moyen pour apaiser les belligérants dans le conflit soudanais. Donc, tout le monde a changé son langage. Talon qui dit qu'il veut développer le Bénin seulement par le coton, qui ne veut plus des aides budgétaires venant de la France et qui, quand il est parti en Europe, ne voulait pas vraiment donner des interviews pour son voyage en Europe pour chercher des moyens pour construire d'autres usines et d'autres routes au Bénin. Il ne voulait pas donner des interviews. C'est après, quand il est rentré, qu'il a commencé par parler. Mais Bazoum avait un langage contraire. Bazoum aimait faire des déclarations comme l'éducation. Nous avons besoin de l'éducation francophone. Et il ridiculisait complètement tout ce qui est africain. Il n'était pas vraiment, il ne voyait pas la lumière dans les choses africaines. Il trouvait que nous devons nous franciser, hein, parler le français avec le gros mot. Et il avait cette vision des années 60, hein, qui n'est plus vraiment le langage que les Africains tiennent. Même après avoir fait 6 mois dans mon pays, j'ai remarqué que les jeunes se tournent plus vers des médias plus africains. Les gens sont plus naturels. Il y avait plus cette
Aller en France, oui, mais pas vraiment vivre comme des petits Français en Afrique. Ça a changé. Mais Bazoum n'a pas changé son langage. Bazoum a gardé ce langage des présidents de 1960. Donc, c'était un déphasage. Bazoum était toujours en 1960 quand les jeunes Nigériens, quand le peuple veut aller dans les années 2023, où les gens sont plus ouverts à tout ce qui est africain. Ça ne gêne plus. Ça ne gêne plus. Donc, c'est une raison qui peut amener l'incompréhension. Quand vous ne parlez pas le même langage, il y a souvent ce qu'on appelle incompréhension. Ça peut amener l'incompréhension entre Bazoum, sa garde présidentielle, son entourage, qui voit que dans les pays qui les entourent, l'entourage immédiat, les pays qui les entourent, le langage a changé et qui ont pensé qu'il fallait changer de cap. Et pour changer de cap, il faut changer de président. Une des raisons. Et la dernière pour clôturer, c'est la fièvre d'être président. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la zone francophone, il y a cette fièvre-là. Quand on dit qu'il faut être président, ça donne des idées folles. Ce que les gens font dans la zone francophone pour rester président, pour être président, c'est incroyable. On est allé jusqu'à être dans la zone francophone, l'un des premiers pays à commettre un coup d'État sanglant, à s'assassiner. Oui, à s'assassiner pour être président. Et aujourd'hui, nos prisons sont remplies d'opposants, de jeunes, de tous ceux qui aspirent à être président. Et sont emprisonnés dans certains pays pour que les mêmes personnes gouvernent. On vit des monarchies gouvernementales dans la zone francophone. Donc, il y a cette fièvre-là d'être président. Les gens veulent président et l'Occident le sait. Je vous avais déjà raconté cette histoire où j'ai participé à un sommet. Nous étions vraiment unis. Et à un moment donné, pour nous désunir, on nous a seulement dit chercher un chef, un président de groupe. Dès que le mot président de groupe est tombé, vous allez voir ce que les gens sont prêts à raconter sur l'autre. C'est cette fièvre-là que ça peut être aussi ça. Parce que dans la zone francophone, c'est tellement devenu normal que quand on dit président, les gens font du n'importe. Nous allons au-delà de ce qui est normal pour devenir président. C'est pour ça que j'avais déjà proposé qu'on n'a qu'à démystifier le métier de président. Ce qu'un président gagne, on le sait, on connaît les avantages. Et puis, tout le monde sait que quand tu arrives là-bas, c'est ceci, c'est ça. Souvent, c'est ces avantages cachés, ce que les présidents peuvent faire et que le peuple ne sait pas. Cette croyance des gens se disant quand je serai président, je peux faire tout ce que je veux parce que les présidents d'aujourd'hui dans la zone francophone font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent te prendre et te mettre en prison sans jugement. Ils décaissent n'importe comment Bon, je suis togolaise, je ne peux que donner l'exemple de mon pays. Il y a des détournements de fonds, personne n'est gêné. On va prêter de l'argent pour construire des routes et l'argent disparaît. On ne fait rien. Donc, ça fait croire à la population que si tu es président, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça a donné la fièvre d'être président. Pas la fièvre de gouverner, parce que gouverner, c'est autre chose. Gouverner, c'est prévoir, c'est construire, c'est de mettre la population dans les bonnes conditions. Mais dans la zone francophone, c'est la fièvre d'être président, d'être chef, hein, d'avoir tous les pouvoirs sur la population. Ça ne peut être aussi que ça. La fièvre d'être président. Mais je souhaite quand même mieux pour le Niger que ceux qui ont pris les rênes mettent
soucieux de conduire le Niger vers l'émergence africaine, hein, qui se